Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, votre magazine consacré à l'actualité économique sur le continent. Les échanges commerciaux entre le Royaume du Maroc et le reste du continent sont en nette progression depuis plus de 20 ans. La demande africaine ne cesse de croître et si le Royaume du Maroc assure aujourd'hui un véritable pont entre l'Afrique et le reste du monde, le Maroc demeure néanmoins l'un des principaux fournisseurs de l'Afrique. Comment réussir à développer davantage ces échanges avec le reste du continent? Comment booster la présence marocaine sur la scène internationale et plus particulièrement sur le continent africain? On en parle avec nos invités du jour. Salwa Karkri, vous êtes la vice-présidente de la Confédération marocaine des exportateurs, la SMEX, et vous êtes aussi la présidente de la Commission Afrique. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Et avec nous sur ce plateau, monsieur Amin Fassi Firi, vous êtes le directeur général de Indatacor, une société spécialisée dans les nouvelles technologies. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, avant d'aller plus loin, un état des lieux même du secteur des exportations entre le Maroc et le reste de l'Afrique, et pourquoi inclure forcément ou avec autant d'acuité l'innovation ces dernières années? Effectivement, le Maroc, je pense qu'il est parmi les premiers exportateurs au niveau africain, sachant qu'on exporte d'abord sur l'Union européenne et qu'au niveau du continent africain, nous attendons avec impatience la mise en œuvre réelle de la ZLECAf, la zone de libre-échange intercontinentale, puisque ça va permettre, d'après une étude de la Banque mondiale, de croître de plus de 29% les échanges intercontinentaux. L'innovation, je dirais, l'innovation ces dernières années, c'est quelque chose qui est évident. L'innovation, les technologies de l'information, ce sont les moyens, les outils pour rendre les entreprises plus performantes, plus compétitives et surtout leur offrir un marché international. Parce que qui dit exporter vers d'autres pays. Et donc là, il y a je dirais une compétition qui devient internationale. Une compétition internationale, et on l'a vu en tout cas avec depuis la crise de la Covid, le digital, les nouvelles technologies sont venues un peu révolutionner tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, comment l'innovation, vous qui êtes dans les nouvelles technologies, comment l'innovation peut venir supporter la croissance au niveau de l'exportation? L'innovation et le digital sont un canal alternatif au canal classique de distribution ou d'exportation. Aujourd'hui, naturellement, se remonte il y a quelques années, naturellement, pour aller exporter vers un pays, on allait vers ce pays directement pour adresser des opérateurs locaux, identifier des partenaires et élargir nos produits grâce à nos partenaires. Aujourd'hui, avec le digital, avec l'innovation, on est capable d'adresser de façon plus large un public beaucoup plus grand. L'innovation permet aussi de suivre un peu la tendance de consommation de la jeunesse aujourd'hui qui consomme de plus en plus de produits numériques et qui ne veut plus consommer de façon classique en allant faire la queue à la banque ou plutôt aller vers un opérateur télécom et attendre plusieurs minutes, voire des fois plusieurs heures pour souscrire un service. Aujourd'hui, l'innovation, de par la technologie, de par l'IA, permet de régler certaines problématiques, notamment dans le digital, et notamment sur l'identification numérique, l'identification digitale des utilisateurs sur les plateformes. Et cette identification aujourd'hui a permis d'accélérer le digital, et on l'a vu notamment grâce un petit peu au Covid, où les services n'étaient pas forcément digitalisés, et le Covid a poussé les écosystèmes. Les écosystèmes ont fait un bond de plusieurs années. Les régulateurs ont accepté un certain nombre d'éléments technologiques pour identifier des clients, alors que avant le Covid, ce n'était pas possible. Alors permettez-moi cette question, parce que quand on parle d'innovation, et surtout au niveau des exportations, est-ce que cette notion d'identification, ça aide aussi à une meilleure traçabilité des produits et autres par rapport à ce qui se faisait avant? Effectivement, l'innovation permet de mieux tracer tout type d'opération, permet aussi de lutter contre la fraude, qui peut être dans certains cas une fraude du client ou du prospect lui-même, mais aussi la fraude de certains agents
qui sont en façade et qui proposent ces services. Donc l'innovation est importante pour la traçabilité. Il ne faut pas mélanger les choses. Aujourd'hui, l'innovation permet d'apporter de nouvelles choses, d'apporter de nouveaux services, mais on garantit aussi la protection des données personnelles, on garantit la sécurité des échanges à travers des mécanismes de sécurité. Donc tout cela mis bout à bout, il faut faire confiance à l'innovation. Il ne faut pas avoir peur de cette innovation, mais il faut aussi la contrôler, et c'est ce que font aujourd'hui les différents régulateurs, que ce soit dans les télécoms, dans les banques centrales aussi, et d'autres secteurs d'activité. Permettre de contrôler, mais là je me tourne vers vous en tout cas en tant qu'exportateur, vos membres, tous les exportateurs, est-ce qu'en utilisant ces nouvelles technologies, cette innovation, il n'y a pas un surplus en matière de coûts? Au contraire, au niveau par exemple de nos missions pour développer l'export pour nos membres, on se base d'abord sur la technologie avant d'aller dans un pays, on organise plusieurs webinaires à distance. Et donc on ramène des experts qui s'adressent à nos membres pour leur expliquer l'environnement du pays, la conjoncture, les produits, etc. etc. Et donc c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant sans la technologie de l'information. Par la suite, il y a bien sûr des visites B2B comme nous avons fait au niveau de la Côte d'Ivoire, mais par la suite aussi, on met à leur disposition une plateforme qui s'appelle e-export et qui met justement leurs produits en valeur. Et rien que dernièrement, ces dernières semaines, nous avons signé en partenariat avec la plus grande, je dirais, plateforme e-commerce qui est Alibaba, en partenariat avec l'AMDIE également, l'Agence marocaine de développement des investissements et de l'export, et le ministère du Commerce et de l'Industrie, pour donner justement des facilités et des moyens à toute entreprise de se mettre sur cette plateforme pour présenter ses produits, ses prix, etc. Et donc on aura un pavillon Maroc sur la plateforme Alibaba. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et si vous permettez, je continuerai juste par rapport à ce qui a été dit par mon confrère, parce que moi-même, je suis un peu du secteur et j'étais président de la PEVI de 2016 à 2020. Il y a aussi les gouvernements qui en fait jouent un rôle très important à travers leurs stratégies respectives. Et donc, chaque gouvernement doit absolument avoir sa stratégie, son plan d'action pour la digitalisation sur plusieurs acteurs, c'est-à-dire la digitalisation des services à la personne, des services aux entreprises, le développement de l'écosystème pour qu'en Afrique, nous soyons producteurs de la technologie et pas uniquement consommateurs. Et aussi un point important, vu notre jeunesse au niveau de notre continent, tout ce qui est start-up et tout ce qui est développement des start-up, c'est quelque chose sur lequel on doit absolument mettre beaucoup plus de moyens, mettre beaucoup plus d'efforts pour justement, et avec des solutions africaines qui répondent aux demandes africaines. Qui répondent aux demandes africaines. Alors, quand on parle d'innovation aujourd'hui, on voit tout l'impact que ce nouveau déploiement, ce secteur peut apporter au secteur des exportations. Qu'est-ce qui peut freiner le développement du digital, de l'innovation au niveau de l'exportation? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé des régulateurs. Pour nous, en tant qu'entité qui fait de la recherche et développement et qui produit des solutions innovantes, la technologie va trop vite. Et le frein principal que nous rencontrons, c'est plutôt à deux niveaux, je vais dire. Plutôt le frein réglementaire, bien sûr, parce que nos pays, que ce soit le Maroc, la Côte d'Ivoire ou toute la région d'Afrique de l'Ouest, les régulateurs sont forts. Que ce soit sur les télécoms ou les banques, les régulateurs imposent un certain nombre de critères pour protéger le consommateur. Donc ça, c'est un élément qui ralentit un petit peu l'innovation, mais qui permet aussi de contrôler. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est plutôt éduquer le consommateur pour mieux consommer ces produits technologiques. Aujourd'hui, la jeunesse a l'habitude de consommer avec son téléphone différents services.
Par contre, nos parents, nos grands-parents n'ont pas cette capacité à discerner le bon du moins bon. Donc il y a quand même, il faut vraiment orienter, accompagner ces personnes qui ne sont pas familières avec les nouvelles technologies pour qu'elles ne soient pas à la marge de la société. Accompagner. Ça, c'est un thème, je vois que vous voulez rebondir, je vais vous laisser rebondir et puis vous poser encore cette question. Là, c'est accompagner, éduquer les populations, mais de l'autre côté, comment accompagner justement les exportateurs à intégrer le digital ou les nouvelles technologies dans leur approche? Alors, je voulais, si vous permettez, juste compléter, donc par rapport à ce marché africain qui s'ouvre à nos startups ou à nos entreprises dans les technologies de l'information. La bonne nouvelle, c'est que dans le cas de la ZLECA, vous savez que tous les mois de février chaque année, il y a un sommet des chefs d'État au niveau de l'Union africaine et qui ratifie des annexes concernant tel ou tel secteur. Et en février 2024, les chefs d'État, ils ont ratifié l'annexe concernant l'économie numérique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, donc là, les annexes sont en cours, je dirais, d'examen par chaque pays. Ça veut dire qu'en fait, on vise à avoir un marché unique, avec la même réglementation, que ce soit par exemple au niveau de la protection des données personnelles, que ce soit au niveau des échanges de données entre les différentes entreprises. Donc vous imaginez un jeune start-upper qui a une bonne idée et qui développe une solution qui peut vendre dans tout le marché africain. C'est quand même un potentiel qui est très très important. C'est pour ça que je dis que nos startups, ils ont besoin vraiment beaucoup d'être accompagnés au niveau financement et surtout avoir confiance dans leurs idées, et parce que c'est le plus dur, c'est toujours la première commande. Par la suite, ça va tout seul. Donc pour revenir à votre question par rapport aux entreprises qui exportent, la technologie de l'information, ce n'est pas un frein, c'est un moyen, c'est un outil. Mais une fois que, à travers les plateformes, donc l'entreprise va peut-être pouvoir avoir une commande grâce à telle ou telle plateforme. Par la suite, le process, c'est un process qui est tout à fait normal, classique, qui se heurte à des difficultés, par exemple au niveau de la logistique, au niveau de l'assurance, etc. Mais les technologies de l'information maintenant sont utilisées même au niveau des administrations de douane de plusieurs pays, au niveau par exemple au Maroc de ce qu'on appelle Portnet, qui est une plateforme où les transitaires peuvent tout faire à distance, et dans d'autres pays ça existe. Et donc les technologies de l'information et l'innovation, si elle n'est pas utilisée par l'ensemble, pas uniquement par l'opérateur, mais aussi par l'ensemble des administrations, l'opérateur ne va pas en tirer profit complètement. Il ne va pas en tirer profit complètement. Quand on parle d'innovation, tout à l'heure, il y a une notion qui est revenue un peu. Il ne faudrait pas que les Africains soient simplement des consommateurs de cette innovation. Il faut qu'ils produisent. Vous qui êtes dans ces sociétés technologiques, est-ce que vous sentez qu'il y a les compétences, il y a les moyens nécessaires pour vraiment permettre à ce que l'Afrique soit dotée elle-même de moyens technologiques assez outillés pour faire face à tout ce qui se passe dans le reste du monde? Bien sûr, l'Afrique est une population jeune qui est formée. Aujourd'hui, on le voit parfaitement, les Européens, les Américains, les Canadiens viennent se ressourcer nos profils en Afrique de par notre jeunesse et notre formation. Donc aujourd'hui, les talents sont là, les développeurs sont là, les logiciels sont là. Et maintenant, il faut passer une étape supérieure, c'est que le soft africain soit mieux marketé et soit mieux vendu à travers le monde. Mais on a les compétences pour le faire, on a la technologie pour le faire. Il y a des centres de recherche et développement en IA qui poussent à peu près partout en Afrique, donc on a cette capacité à le faire. Il faut simplement faire confiance à notre jeunesse et comme le disait Madame Sloa, c'est de voir un marché unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une start-up qui démarre sur un marché, par exemple le marché marocain, ça reste un marché qui est assez petit de par sa taille. On est 40 millions d'habitants, à peu près 40 millions d'habitants, mais à un moment donné, on arrive à un plafond de verre où il faut aller vers d'autres marchés pour pouvoir s'étendre. Et naturellement, on va vers l'Afrique de l'Ouest, et notamment la Côte d'Ivoire qui est un marché à fort potentiel pour nous. Et bien sûr, on va aussi vers d'autres marchés, mais il faudrait voir aussi le marché africain dans sa globalité pour donner cette force
aux startups africaines et marocaines, bien sûr. Justement, comment accompagner ces startups au niveau de l'ASMEX? Comment encourager ces startups, ces entreprises marocaines à vraiment se déployer sur le continent africain? Comment les accompagner au niveau de la Confédération? En fait, au Maroc, il y a plusieurs institutions qui accompagnent les startups. Il y a des incubateurs, il y a des technoparcs un peu partout. Donc pour accompagner, et puis il y a aussi des outils de financement qui ont été mis en place pour accompagner justement les startups. Il y a également le fonds Mohamed VI qui vient d'être mis en place, et ils sont en train d'attirer justement des investisseurs étrangers, des financements étrangers pour accompagner ces startups. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des talents, et vous avez tout à fait raison, les talents c'est très important, et nous en avons en Afrique. Mais il y a un deuxième élément qui me paraît aussi important. Moi je dis toujours que les technologies de l'information doivent marcher sur deux pieds, les talents et les télécoms. La connectivité, plus spécialement la connectivité. Nous devons faire en sorte que l'ensemble de la population africaine soit connectée à Internet, et avec un prix raisonnable, c'est-à-dire un prix à la portée de tous, pour éviter justement d'avoir une Afrique à deux vitesses, et disposer aussi d'un device, disposer que tout le monde puisse avoir un iPhone ou une tablette ou autre pour justement utiliser les technologies de l'information et faire gagner du temps et de l'argent à notre gouvernement, parce que si les services sont dématérialisés et que tout le monde puisse se connecter, c'est énormément d'argent qu'on va faire gagner à nos gouvernements. C'est des dépenses en moins et c'est beaucoup de création d'emplois. Mais quand on regarde la situation actuellement, est-ce qu'on peut dire, avec toute l'aisance qui va avec, aujourd'hui l'Afrique a les infrastructures nécessaires pour cette connectivité? Aujourd'hui, il y a une infrastructure qui existe, elle est ce qu'elle est. Elle est plus ou moins développée sur certains pays, mais il y a énormément de choses à mettre en place. L'infrastructure doit être développée de plus en plus pour pouvoir voir de nouveaux services venir se greffer sur cette infrastructure. On parle de 5G, on parle de robotique, on parle de e-santé, de e-cloud. Donc sans une infrastructure robuste, on ne pourra pas innover. Et on aura toujours un petit train de retard. Maintenant, je reviens aux subventions. Effectivement, pour les subventions, notamment l'État marocain met en place un certain nombre d'éléments qui permettent de pousser les entreprises marocaines à exporter, que ce soit pour des primo-exportateurs ou pour des exportateurs confirmés. Donc, par exemple, l'AMDIE met en place des actions un peu communes pour aller prospecter et faire des sessions de B2B sur certains pays, avec la mise en place notamment de pavillons Maroc ou Morocco Now, où on va donner de la visibilité à ces entreprises marocaines. Donc ça c'est plutôt porté par l'AMDIE, c'est des actions plutôt communes. Et vous avez aussi notamment le ministère de l'Industrie et du Commerce qui subventionne toutes les actions destinées à l'export, moyennant une subvention de 80% des investissements pour encourager l'export. Et donc ces deux entités permettent de subventionner et d'aider à exporter, et notamment en Afrique. Alors quand on regarde avec tout ce que vous venez de dire et ce qui est fait sur le terrain, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire on a une idée de l'évolution de la pénétration des entreprises marocaines sur le continent africain? Est-ce qu'on sent cette émulation, cet engouement auprès des entreprises marocaines à venir investir sur le reste du continent africain? Et puis à quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans les 5-10 prochaines années? Effectivement, on voit cet engouement. Nous, au niveau de la SMEX, en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, nous avions organisé la première édition du forum ZLECAf l'année dernière, en novembre 2024. Et là, nous avons eu l'honneur de recevoir le secrétaire général de la ZLECAf lui-même, qui a expliqué les opportunités. Et en fait, ça a donné beaucoup d'appétit aux opérateurs marocains. On va organiser la deuxième édition à la fin de l'année, mais on voit de plus en plus d'entreprises qui s'installent, et pas uniquement comme avant, pas uniquement les banques et les assurances. Nous avons par exemple dans la délégation des sociétés dans les technologies de l'information qui se sont installées, c'est-à-dire qui ont investi, qui ont créé de l'emploi ici sur place. Et donc c'est plus une notion, je dirais, d'investissement win-win, parce qu'on croit justement que cette opportunité qui va être donnée à tous les échanges commerciaux intercontinentaux, c'est une opportunité qu'il faut saisir
On n'a pas le choix. Nous sommes le continent où il y a le plus de jeunesse, où il y a le plus de matières premières, et donc nous devons justement compter sur nous-mêmes et nous faire confiance. Faire confiance, est-ce qu'aussi on peut dire dans tout ce schéma-là, vous avez parlé de talent tout à l'heure, il faut parler aussi de compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique, quand on regarde tout ce qui se déploie sur le continent, innovation, ça ne rime pas avec réduction de certains emplois? Est-ce que ça ne va pas pénaliser un peu le secteur? En fait, aujourd'hui, c'est vrai que la technologie va améliorer les parcours clients, leur proposer de nouveaux services, va permettre d'automatiser un certain nombre de tâches qui sont répétitives et qui sont à faible valeur ajoutée. Maintenant, effectivement, si on prend le cas d'un back-office d'une banque, et qu'on apporte de l'IA pour automatiser les traitements de conformité notamment, on va forcément réduire les effectifs. Mais réduire les effectifs ne veut pas dire licencier, mais plutôt requalifier ou repositionner ces ressources-là. On ne pourra pas digitaliser 100% des cas, mais le digital permet d'automatiser et de numériser 80-90% des cas potentiellement, mais on aura toujours l'humain au centre. Il faut que l'humain reste au centre pour pouvoir prendre des décisions, avoir une vision. Donc c'est un élément central. Alors, c'est juste qu'on soit plus agile, justement, et c'est pas... En fait, ce sont des emplois qui se transforment. Et donc notre je dirais, système de formation africain et d'apprentissage doit justement évoluer vers une agilité pour répondre à ces derniers défis. Il ne faut pas oublier également que, j'en profite pour dire qu'il y a aussi le GITEX, il ne faut pas oublier le Salon international des technologies de l'information, qui jusqu'à il y a 3 ans se déroulait uniquement à Dubaï, et que les organisateurs ont décidé de le faire en Afrique. Et donc c'est le GITEX Africa, ça sera la 3e édition en avril 2025. Et là on voit un engouement en fait international parce qu'ils savent qu'au niveau de l'Afrique, nous avons des compétences, nous avons des talents, nous avons des solutions. Et c'est en fait le moyen de mettre en avant tous ces startups africains. Alors on voit de tout ce qui se profile à l'horizon, il y a de belles perspectives, mais pour vous qui êtes au cœur de ce secteur, vous êtes confronté à certaines difficultés, certaines réalités, quel appel vous pourriez lancer aux décideurs, aux autorités politiques pour que les politiques publiques puissent accompagner justement cette croissance du secteur des exportations? Et d'un autre côté, quel appel vous pourrez lancer aux opérateurs privés, aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans le secteur de l'exportation? Moi, je dirais qu'au niveau des politiques publiques, ce qui est important, c'est de faire confiance aux opérateurs du pays lui-même, c'est de faciliter l'environnement de travail, les procédures, parce que même quand on parle d'un accompagnement, si on met une procédure tellement compliquée, le chef d'entreprise ne va jamais utiliser cet accompagnement parce que les procédures, et justement de digitaliser au maximum les services aux entreprises. Et bien sûr, il y a un défi important au niveau de la logistique dont j'ai parlé tout à l'heure, des moyens de financement. Il y a une étude en cours pour voir s'il ne faut pas créer un organisme de financement, d'assurance. Donc en fait, l'entreprise, je dirais, n'a pas besoin d'argent. Elle a besoin d'un environnement de travail compétitif qui lui permet de voler de ses propres ailes. Si je devais passer un seul message aux entreprises, c'est de faire confiance au digital, de faire confiance aux nouvelles technologies de l'information, de se faire accompagner ou même de recruter des talents qui existent. On sait que le changement, c'est toujours difficile, mais on n'a plus le choix. On ne peut plus faire marche arrière. Donc il faut faire confiance au digital, parce que maintenant, il y a tous les outils qu'il faut pour protéger les données, pour sécuriser les données, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut juste savoir choisir des compétences pour digitaliser l'entreprise. Alors, M. Amine, je me tourne vers vous. Quel appel vous aurez à lancer à l'autorité publique, mais surtout pour vous, quelles seraient les 3 priorités pour le digital ou pour les innovations actuellement? Sur quoi est-ce qu'on doit mettre l'accent? Moi, je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur la recherche et développement. Il faudrait que les gouvernements encouragent la recherche et développement par des subventions, par des réductions des charges sociales sur les ressources qui travaillent sur l'innovation et sur la R&D pour produire de nouveaux produits qui permettraient demain de mettre l'Afrique sur le toit du monde. Le deuxième point, bien sûr, encourager les recrutements des talents, notamment la jeunesse, qui aujourd'hui
a envie de travailler et qui est connecté, qui est formé. Et bien sûr, il y a encore des améliorations à faire au niveau des formations pour pouvoir les accompagner sur certaines, on va dire, sur certains sujets de pointe, notamment l'intelligence artificielle, la réalité augmentée ou d'autres sujets. Donc ces deux points sont très importants aujourd'hui. C'est plutôt, et aussi bien sûr d'aider à l'internationalisation, pour les aider à exporter. On a parlé tout à l'heure d'éléments importants. Aujourd'hui, il faudrait une libre circulation des individus, des marchandises et bien sûr des flux monétaires. Et si on arrive à avoir ces trois points-là, c'est un marché unique qui s'ouvre à tous les entrepreneurs. Un marché unique et qui regorge d'énormes potentialités. Mesdames et messieurs, vous avez compris, aujourd'hui nous parlons d'innovation et d'exportation. Nous avons vu le cas du Maroc qui est aujourd'hui un modèle sur le continent africain où doivent aller puiser, en tout cas s'inspirer de nombreux pays sur le continent. Merci en tout cas à Madame Salwa Karkri. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'ASMEX et avec vous sur ce plateau Monsieur Amin Fassifiri. Vous êtes le directeur général de Indatacor. Merci en tout cas pour vos contributions. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous pourrez la retrouver sur toutes nos plateformes. Agréable suite au programme sur nos antennes.